Parcours Stup, épisode 2, la première consultation de Bateman et Hubris. Disclaimer. Dans ce podcast, on va parler de substances à usage non médical, ce que le législateur appelle souvent drogue. Ce podcast ne fait à aucun moment l'apologie de la consommation de stupéfiants. Il est à destination des usagères et usagers de substances à usage non médical, mais également des professionnels de santé, ainsi que du grand public qui souhaiterait s'informer sur ces questions. En cas d'inquiétude, notamment si vous pensez souffrir de dépendance, je mets en description les liens vers des organismes gouvernementaux francophones où vous pourrez demander de l'aide. Bon podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode discussion du podcast Parcours Stup. C'est moi Yoshi et aujourd'hui je suis accompagné par Hubris et Bateman. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être en guise d'introduction, peut-être vous pourriez chacun vous présenter. Hubris, je te laisse la parole. Très bien, alors moi c'est Hubris, je suis usagère de drogue depuis plusieurs années, je dirais une vingtaine d'années, peut-être un peu moins. Et en fait j'ai entamé un traitement de substitution il y a 2 ans ou 3 ans de ça, et là il est plutôt bien réussi depuis un peu plus d'1 an maintenant. Ok. Et tu habites en France, toi? Oui, je suis à Paris. Ok, très bien. Alors, merci d'être venu. Et puis, à toi la parole, Bateman. Oui, bonjour. Je suis actuellement médecin généraliste remplaçant, très bientôt thésé, donc vrai docteur bientôt. J'ai effectué toutes mes études dans le nord-est de la France, donc actuellement, mon activité principale, c'est surtout d'effectuer des remplacements dans différents cabinets médicaux. Alors moi, là, par rapport à la dictologie, par rapport à mon parcours, j'ai fait un- comment dire, un semestre vraiment orienté à dictologie, donc avec des praticiens libéraux en cabinet de ville qui étaient à orientation addictologique et également au sein d'une unité hospitalière de prise en charge des conduites addictives. Ok, très bien. Voilà. Alors effectivement, j'aurais bien aimé qu'on aborde aussi un petit peu ces questions dans le parcours, parcours professionnel, puis parcours pro pour toi, Hubris, un petit peu, on va revenir sur ces éléments-là après. Euh, D'accord. Moi, enfin voilà, déjà, c'était de dire, merci d'avoir accepté de vous prêter à l'exercice. C'est vrai que finalement, la première question à chaque fois qu'on parle de drogue, je dirais, c'est est-ce que le pseudonymat va être respecté? Enfin, c'est pas une spécialité comme les autres, la dictologie. Et puis les drogues, malheureusement, enfin, c'est vrai que autant parler de tabac, c'est pas un problème, on peut faire ça sur le ton de la discussion, mais les drogues, ça devient vite compliqué d'en parler bien. Et Mhm. puis après, je m'apercevais aussi côté médical, la question c'est ah là là, je suis pas encore taisé, est-ce que j'ai le droit de m'exprimer? Et puis même moi aussi, en fait, j'ai l'impression que c'était un peu ma précaution à moi de rester anonyme parce qu'effectivement, tant qu'on n'est pas diplômé, on ne sait pas trop si on a le droit de prendre la parole. Voilà, donc je pense qu'on va aller pas trop dans les précisions de où chacun vit. Mhm. Peut-être de dire juste, qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté. Alors, je tiens à préciser pour les auditrices, auditeurs, je ne vous ai pas menacé. Qu'est-ce qui a fait que vous avez accepté de vous prêter à l'exercice? Ibris, tu veux commencer ou Commencer. Ouais, bah vas-y, je t'en prie. Oui, moi, c'est juste, ça paraissait intéressant, tout simplement. Je suis toujours ouvert à l'idée de faire des nouvelles choses, même si j'ai une personnalité un peu résistante au changement. Il faut quand même, je pense, dans la vie, se lancer à de nouvelles choses. Ça peut être intéressant, de façon, de discuter avec des usagers
et éventuellement d'autres médecins, à ce sujet-là. Ça peut toujours être intéressant et ça peut être aussi intéressant pour soi-même, apprendre de nouvelles choses, quoi. Ok, merci. C'est un peu pareil pour moi. J'aime beaucoup les podcasts, j'aime bien faire, de nouvelles choses. Je me disais que ça pouvait aussi, améliorer ma compréhension, et que c'est toujours intéressant. D'accord, très bien. Euh, Moi, je me disais, alors c'est vrai que bah, moi j'ai mes petites habitudes à moi, et c'est vrai que finalement, je me disais dans le parcours de soins ou le parcours de vie des personnes qui viennent à parler de substances, c'est vrai, ou de comportement, c'est vrai que j'arrive vraiment tout au bout. Et pour moi aussi, c'était important de réfléchir, alors pour mon intérêt personnel, à bah, où est-ce que ça commence, et puis de voir un petit peu comment c'est le continuum d'une personne concernée par la dépendance. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je voulais qu'on puisse s'interroger sur qu'est-ce qui fait qu'il y a un premier rendez-vous et à quel moment on commence à penser à aller consulter pour la première fois. Du coup, peut-être, Hubris, j'aurais été curieux de savoir un petit peu pour toi, enfin, à partir de quel moment tu t'es dit que tu voulais consulter, puis est-ce que le moment où on se dit qu'on veut consulter pour parler des substances ou des comportements en général, est-ce que ce moment-là coïncide avec le moment où on se dit que peut-être les comportements posent un problème? En fait, moi, ce qui a été vraiment, l'initiation du changement, j'ai été malade, en fait, à un moment, suite à une consommation de drogue, et c'est ce qui a un peu déclenché, le fait d'en parler avec mon médecin, parce que j'avais plutôt un bon état de santé jusque-là, donc j'étais pas spécialement, amenée à fréquenter beaucoup, les cabinets de médecins, donc j'avais plutôt réussi à échapper, à tout suivi, et cette infection-là a fait que, ça a permis de commencer à en parler à mon médecin, et ensuite il s'est passé encore, plusieurs mois avant que enfin, quelques mois avant que je décide de vraiment, entamer, un traitement de substitution, et vraiment prendre conscience du fait que c'était un problème. D'accord. Et justement, en fait, c'est toi qui as pensé que c'était problématique ou c'est finalement ton médecin qui a plutôt mis les pieds dans le plat? Alors en fait, c'était plutôt, c'est plutôt ma généraliste. En même temps, je voyais une psychologue, parce que j'avais, d'autres soucis, et en fait, les 2 personnes m'ont sensibilisée là-dessus, et en fait, comment dire? Peu à peu, en fait, elles ont commencé à m'aider à prendre conscience du fait qu'il y avait possiblement un problème. J'avais quand même un côté un peu, déni, qui faisait que j'avais tendance à minimiser les dégâts que ça pouvait avoir, en fait. D'accord. Ok, donc quelque chose d'un petit peu entremêlé, quoi. Absolument. Mhm. D'accord. Et bah finalement, je me demandais pour toi, euh, quel genre de pensée on a en fait quand on se dit c'est un problème, j'ai besoin d'en parler, est-ce que j'en parle, etc. Enfin, dans quel état d'esprit on est à ce moment-là? Moi, j'étais complètement abattue, parce que, je voulais pas spécialement, j'avais plutôt l'impression, pendant longtemps, que c'était récréatif et amusant, et et que c'était plutôt une solution, et prendre conscience que c'était un problème, j'avais l'impression, en fait, que j'allais vers, beaucoup de contraintes, en fait, pour, essayer de solutionner ce problème, et j'avais vraiment du mal à y faire face. D'accord. Alors effectivement aussi tu abordes quelque chose, enfin le fait qu'on aille vers des comportements à risque, enfin c'est pas parce qu'il y a un panneau avec marqué danger et on va vers le danger. Enfin, je veux dire, à la base, il y a quand même, j'espère, soit un minimum de plaisir, soit on prend ça pour justement pallier à un autre problème, par exemple de la timidité avec de l'alcool, du cannabis pour, comme lubrifiant social en soirée. Enfin, je dirais, qu'est-ce qui t'a amené dans ce milieu-là au début? En fait, au début, c'est vraiment, avec des amis, c'est une question d'expérimentation, c'est, de la curiosité, et en fait, après, c'est parce que justement c'est effectivement, agréable, et ça semblait être une bonne solution aux symptômes dépressifs que je pouvais avoir par ailleurs. Donc ça s'est bien enchaîné, c'était une bonne réponse à ce que j'éprouvais, en fait, Mhm. et je trouvais ça particulièrement adapté. D'accord.
Et effectivement, au début, bah, c'est dans un milieu récréatif, on fait ça avec d'autres personnes. Enfin, je dirais, c'est quoi le moment où tu t'es dit, là, peut-être il y a un danger? En fait, c'est quand, parce que pendant très longtemps, ma consommation était assez, discontinue et j'avais pas, forcément, de problématiques de consommation tous les jours. Enfin, je pouvais arriver à arrêter. Enfin, j'éprouvais pas tout à fait le besoin d'en prendre tout le temps et en fait, c'est quand j'ai commencé à en prendre au travail tout le temps, enfin, que j'ai, éprouvé vraiment le besoin d'en parler au médecin. D'accord. Euh, Ton entourage est au courant de cette situation? Pas du tout, ma famille, pas du tout. Au travail, évidemment, non, parce qu'en plus, j'ai un travail à responsabilité, donc j'ai toujours travaillé, j'ai jamais été, arrêtée, longtemps ou au chômage, longtemps. Donc en fait, heu, enfin, ça serait très discriminant au travail. Ma famille, c'est compliqué. Je pensais que ça m'attirerait plus de problèmes qu'autre chose et heu et en fait, j'ai sur tous mes amis, en fait, il y a que mes amis, avec lesquels je prends des drogues qui savent, en fait. Les autres, non. Mhm. Donc finalement, c'est très compartimenté dans ta vie de tous les jours. Absolument. Mhm. C'est un peu difficile d'ailleurs, ça fait un peu double vie par moment. Ça peut être compliqué. D'accord. Euh, Peut-être, alors du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton entrée dans les soins à nouveau? Enfin, donc il y a eu ce moment de prise de conscience, et puis il y a eu le moment de la première consultation. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que tu te lèves le matin et tu dis aujourd'hui c'est le bonjour, je prends rendez-vous, je veux parler de ça? Ou comment ça s'est passé? Heu, en fait, comme, j'avais eu une infection, ça avait un peu forcé, la discussion Oui, c'est vrai. et en fait, à ce moment-là, en fait, ma généraliste m'a pas vraiment, poussée forcément à me dire, «C'est pas bien, il faut arrêter». Heu, Elle m'a posé des questions sur ma consommation, si c'était, régulier, enfin, plusieurs paramètres et en fait, elle a juste initié l'idée que le jour où je voudrais arrêter, il y avait pas de problème pour que je me tourne vers elle, en fait, quoi et qu'elle avait, après d'autres contacts aussi, vers lesquels, elle pouvait m'orienter et elle m'a sensibilisée un peu aux risques que je pouvais courir et heu, d'autres problèmes de santé qui pourraient arriver et en fait, enfin, ça a permis de faire son chemin après, enfin, sur le moment, j'étais pas convaincue et ça a été tout un cheminement après de réflexion pour moi. D'accord. Vis-à-vis de cette première consultation de discussion, enfin, tu en penses quoi a posteriori? Est-ce que c'était le bon moment, la bonne manière de parler? Enfin, qu'est-ce que tu penses de ce moment fort a posteriori? Je pense que c'était vraiment bien parce qu'en fait, auparavant, j'avais déjà vu des médecins et en fait, il y avait, soit un jugement très fort ou quelque chose de vraiment, méprisant ou des comportements assez négatifs en fait et le fait qu'elle me pousse pas forcément dans mes retranchements et enfin, qu'elle milite pas forcément pour que j'arrête tout de suite, même si c'était, sous-jacent, ça m'a permis de pas me braquer en fait et de pouvoir y réfléchir, de façon un peu plus posée de mon côté. Alors c'est vrai que ma consommation a duré encore quelques temps, mais finalement c'était un mal pour un bien parce que, pendant tout ce temps, ma réflexion a commencé et ça a fini par aboutir à une prise en charge. D'accord. Euh, Comment tu te sentais au niveau émotionnel dans ces moments? Tu dis, enfin, effectivement, que le fait que tu te sentes pas pressé, ça t'a fait du bien. Enfin, dans quel état d'esprit t'étais à ce moment-là? En fait, enfin j'étais très déprimée, mais j'avais pas vraiment fait le lien avec le fait que le fait que ma consommation de Mhm. drogue était devenue, un peu trop, importante et anarchique et en fait, j'avais plutôt l'impression que justement c'était, la perspective de mettre en place un traitement de substitution qui me déprimait. Donc il a fallu vraiment, me convaincre de l'inverse avant, de pouvoir, effectivement faire quelque chose, quoi. D'accord. Et puis tu parlais un peu plus tôt, enfin voilà, qu'avec d'autres collègues, c'est pas du tout passé. Je sais pas si c'est ok de parler un peu pour toi de toxicophobie finalement, enfin Mmh. ce qui s'est pas. Ouais. Moi je me demandais, Oui. enfin quel genre de forme ça, a, ces comportements psychophobes, toxicophobes de la part de certains de nos collègues.
Ah bah, en fait, une fois j'en avais parlé comme ça justement parce que je commençais à me dire que, quand même majoritairement les gens prennent pas de drogue donc il y avait sans doute peut-être quelque chose à creuser et je suis allée voir un médecin et il m'avait dit enfin, c'était ponctué de phrases, «Ouais, je vois le genre», enfin, «Oui, vous allez mourir dans des souffrances atroces», enfin, Oh là là. heu, c'était, et puis il y avait toujours, tout un c'est resté mon médecin parce qu'il était pas loin de chez moi, enfin, pendant un petit moment, puis j'ai fini par arrêter parce qu'en fait, à chaque fois, tout était examiné au travers du prisme de la seule, consommation de drogue et c'était pas forcément le cas. Enfin, je venais pas forcément pour, lui taxer des médicaments ou ce genre de choses et en fait, c'est pénible, en fait, de, je peux me faire mal quelque part et ne pas être forcément en train d'essayer d'avoir des médicaments pour, me droguer avec, enfin et c'était vraiment très pénible, quoi. Oui, alors Donc ça, c'est malheureusement un très gros problème. Il se trouve que effectivement, les personnes qui prennent des opioïdes, des fois aussi prennent des opioïdes parce qu'ils ont mal, en fait, tout simplement. c'est ça, moi j'ai eu un accident, au tout début de mon sevrage en fait, quand on a commencé la substitution et à l'hôpital, je suis repartie avec, du Doliprane, enfin, c'est un addictologue après qui m'a prescrit, quelque chose pour prendre en charge la douleur puisque j'en pouvais plus en fait, quoi. Oui, alors c'est ça, Donc effectivement, ça c'est un problème. Des fois, j'ai l'exemple encore récemment d'une patiente sevrée de sa consommation d'héroïne depuis 30 ans, qui a plus de traitement de substitution. Le jour où elle a un cancer, finalement, l'oncologue voit dans le dossier qu'il y a un antécédent et décide que bah il va pas mettre d'opioïdes. Et c'est moi, addictologue, qui me retrouve à gérer la douleur. Pour un collègue, enfin, c'est vrai que ça met dans des situations, je trouve, qui sont extrêmement néfaste pour les patients parce que enfin je suis pas spécialiste de la douleur, je suis pas oncologue, euh, mais il faut bien qu'à un moment quelqu'un se décide à prescrire un traitement contre la douleur. Enfin c'est pas très adéquat ce genre de situation. mais surtout qu'en fait après moi c'est vrai que ça a conditionné pendant longtemps une méfiance, particulière envers les médecins et j'ai finalement la chance d'être très bien tombée avec une équipe soignante, très bienveillante, et agréable, enfin, mais je pense que ma prise en charge aurait pu être prématurée si, j'avais pas eu ces expériences un peu de psychophobie et ces comportements un peu de rejet et de jugement, quoi. Mhm. Euh, je suis désolé, j'ai un problème de chat hyper intrusif. Encore. Je pense que c'est ça, elle a envie de participer à la discussion. Euh, Après aussi, je me posais la question de, alors on parle des médecins, mais aussi la pharmacie. La première fois qu'on va chercher son traitement, enfin ça se passe comment? Alors, en fait, c'était compliqué parce qu'au début, je suis allée dans une pharmacie qui était pas loin de mon travail, donc que je connaissais pas vraiment beaucoup, et en fait, ça a pas été très bien reçu visiblement. Enfin, tout de suite, j'ai vu la crispation, quand, je leur ai donné l'ordonnance. Ensuite, il y a eu tout un échange entre eux en interne, ils se sont tous réunis pour en discuter. Enfin, j'ai trouvé ça étonnant parce que je me disais que ça devait être leur première re ordonnance de traitement de substitution et en fait, mon addicto avait fait une erreur sur l'ordonnance donc Aïe. pour de Ah. vrai. Donc c'était vraiment pas moi Mm, qui avais, piqué l'ordonnance, enfin et mm. en fait, du coup, ils m'ont soupçonné d'avoir justement trafiqué l'ordonnance donc ils ont Ils ont pas refusé appelé de faire la l'addictologue? commande, quoi. Pardon? Ils ont pas appelé l'addictologue directement? Non, on était, samedi après-midi en fait, j'avais travaillé, Mm, le samedi, c'est pour ça que j'étais à côté de mm, mon travail et j'ai, enfin, c'est vrai qu'ils ont pas essayé, mais j'étais pas mhm, sûre qu'il soit à son bureau à ce moment-là. mm. Mais D'accord. ils auraient pu essayer, parce que c'est vrai que Mm, parfois ils travaillent le samedi. Alors peut-être déjà aussi qu'on peut rappeler pour les personnes qui nous écoutent, hein, on n'a pas le droit de refuser un traitement de substitution puis un traitement contre la douleur. Enfin, je veux dire, ça
c'est une faute professionnelle. Je relisais De la même encore manière qu'on ne peut récemment, pas hein. refuser une pilule ou des choses comme ça. Mais c'est ça, c'est ça. Enfin, je veux dire, je rappelle aussi qu'effectivement, pour délivrer juste un traitement agoniste opioïde, traitement de substitution, la Cour européenne des droits de l'homme, en 2016, septembre 2016, je crois, a rendu un arrêté où elle met au même niveau le refus à un traitement de substitution, c'est au même niveau que de la torture en droit international. Pourtant, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est très facile, quand on est une personne dépendante, de se voir refuser l'accès à un centre de soins ou à une pharmacie. C'est vrai et en même temps, je suis après allée dans la pharmacie qui était à côté de chez moi et en fait, on avait plus l'habitude de se voir. Bon, ils étaient surpris parce qu'ils avaient jamais imaginé que j'aurais besoin d'un traitement de ce genre, mais en fait, ils ont rien dit. Ils ont toujours été hyper, bienveillants aussi. Généralement, quand les vacances d'été arrivent, on s'organise pour être sûr qu'il y aura pas de rupture dans la délivrance. Généralement, quand il y a d'autres petits, problèmes, je sais pas, des congés ou autres, elle me enfin, la pharmacie, ils m'assurent tous qu'à chaque fois, de toute façon, même en cas de difficulté, ils me laisseraient pas, sans traitement. C'est vraiment le jour et la nuit, quoi. Enfin, faut vraiment tomber bien. C'est très aléatoire, mais c'est vrai que c'est pareil, les pharmacies peuvent avoir un comportement, un petit peu de jugement et un peu malveillant, quoi. Heu, Hmm. c'est aussi variable que les médecins, j'ai envie de dire. Ouais, 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 malheureusement. Euh, Est-ce que ça peut constituer un obstacle aux soins? Enfin, bien sûr que oui, ça constitue un obstacle aux soins, mais c'est vrai que euh, j'imagine ça prend une part importante de la réflexion de est-ce que je me soigne, est-ce que je vais vers la pharmacie, ou est-ce que carrément on peut se dire mais en fait ça vaut plutôt carrément le coup que j'achète sur internet. Enfin, je me rappelle le cofondateur de Silk Road, dont le pseudonyme était Chronic Pain, lui finalement avait trouvé plus simple. Alors, faire du trafic, ça je pense que c'était la mauvaise partie de la réponse, mais pour lui c'était carrément effectivement acheter son traitement en ligne, c'est plus simple, comme ça j'ai pas de questions, et je m'oppose pas au jugement. Oui, j'étais étonnée, en fait, de trouver, effectivement des traitements de substitution en ligne, parce que j'ai souvent acheté, des drogues en ligne et en fait, c'est vrai que je comprends que ça puisse faire partie de la solution, surtout que, quelque part, les gens, enfin, se disent que comme ça leur permet de pas forcément se dévoiler vis-à-vis de leur entourage, la pharmacie, enfin, sachant que quand même souvent c'est vendu plus cher, on n'est pas sûr que ce soit pas, de la contrefaçon, ça peut être, un peu compliqué. Heu, c'est vrai qu'au tout début, en fait, de ma prise en charge, j'avais été orientée dans un XAPA pour la partie addicto et en fait, c'était le XAPA qui nous délivrait, les médicaments, donc c'était plus simple. Ouais. Mais, mais aujourd'hui, je vais en pharmacie et ça se passe, très bien. Enfin, je peux même les appeler, leur dire de me commander, mon traitement et puis, en fait, je leur amène l'ordonnance après. C'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème, donc ça facilite aussi, le fait que maintenant il y a quand même un certain niveau de confiance. Mhm. Alors, je te remercie pour ta sincérité puis bah, tout ce que tu as accepté de partager avec nous. Moi, je Oui, me merci. demandais, de ton côté, Bateman, comment ça Oui. se passe ces premiers rendez-vous centrés autour des substances quand les gens prennent rendez-vous, est-ce que c'est justement en disant, bah voilà, on va parler de ça aujourd'hui, ou est-ce que des fois c'est toi qui mets les pieds dans le plat et dans quel genre de situation? Mhm. Donc du coup, donc pour parler de ça, alors bon, comme, je le disais tout à l'heure, donc moi j'ai vraiment un exercice qui est assez particulier, dans le sens où je suis un médecin remplaçant, donc je tourne entre plusieurs cabinets sur plusieurs territoires différents. Donc aussi bien sur des territoires, qui peuvent être, urbains, ruraux, semi-ruraux. Après j'ai tendance à quand même refaire assez souvent les mêmes remplacements dans les mêmes lieux et territoires. Donc, en général, les gens commencent à voir un peu à quoi je ressemble, qui je suis, donc, c'est une sorte un petit peu de milieu entre un exercice de remplacement et un exercice, un peu installé. Concernant donc ta question, à savoir, comment aborder, les substances, donc, bah, il y a les 2 possibilités tout simplement. Donc, en fait, il y a pas vraiment de règle établie dans le sens où il y a des gens qui, par exemple, ne voudront parler de problèmes d'addiction, à une substance qu'avec leur médecin traitant, parce qu'il y a une relation de confiance qui s'est, établie au fil du temps, parce qu'ils ont confiance qu'en eux et qu'ils ont pas confiance en un inconnu, ce que je peux concevoir. Tandis que d'autres, en fait, vont peut-être profiter du fait que ce soit pas le médecin habituel. «Bah, tiens, qu'est-ce qu'il va me dire lui?» Et en se disant: «Bah, au final, lui, je vais le voir qu'une fois ou 2 et puis, je le reverrai plus jamais».
Donc ça peut arriver. Heu, Par rapport à ce que je peux faire moi, souvent en fait, je pose la question, en fait, tout simplement. C'est alors plus avec, les gens qui viennent pour la première fois, mais ça m'arrive aussi de poser la question, assez régulièrement au final. En gros, j'utilise un peu la technique du pied dans la porte. En gros, je demande: «Ah, est-ce que vous fumez?» Donc le tabac, c'est aussi une addiction, hein, donc on a on a à peu près les mêmes schémas au niveau cognitif et Mhm, niveau, bien sûr. chimique qui sont impliqués. Mais le tabac, c'est quand même globalement, socialement très accepté, même s'il y a quand même la stigmate de: «C'est pas bon pour la santé, le tabac, ça fait des problèmes de santé plus tard». Il y a personne que je connais qui a honte de dire: «Je fume». C'est ce que j'ai remarqué en tout cas. Et en fait, en posant la question: «Est-ce que vous fumez?» «Oui», «Non», «Ah d'accord» et «Est-ce que vous consommez de l'alcool?» En embrayant tout de suite. Voilà, sans ça, d'une part parce qu'on montre qu'on pose la question non pas parce qu'on pense systématiquement tout de suite à quelque chose comme une substance illégale ou une substance autorisée mais addictogène et ça montre aussi que plus on pose la question en fait, plus on s'habitue soi-même et plus on montre aux gens qu'en fait, au final, on est disposé à parler de ça. C'est ça, c'est ça. Donc, au final, quand je leur enfin après, je prends un peu aussi sur le ton de l'humour, même si quand ils viennent pas forcément pour ça. Par exemple, quand j'ai fait une auscultation pulmonaire pour une personne que je vois pour la première fois, je demande: «Bah, est-ce que vous fumez?» «Oui», «Non», «Ah tiens, d'accord, bon». «Ah, vous savez que c'est mauvais pour la santé?» «Oui», on en discute un petit peu. On évalue un petit peu aussi le degré de projection de la personne. Donc en gros, bah, ça fait un peu pompeux, mais c'est tout simplement un cycle de Prochaska, il me semble, c'est ça, c'est le cycle de motivation. Oui. La la relation qu'a la personne vis-à-vis du tabac et en fait, tout simplement, je pose la question après: «Ah, est-ce que vous fumez autre chose, du cannabis, du shit, des choses comme ça? Vous consommez d'autres substances éventuellement?» Après la personne, soit elle me dit «oui» et à ce moment-là, on peut éventuellement en parler. Ça dépend toujours des résistances de la personne, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a des gens qui me diront ça m'est déjà arrivé une fois qu'il y a un monsieur qui me dise, «Je veux pas en parler». Bon, très bien, on laisse pour le moment. Puis après, on en profite pour discuter. Donc heu, par rapport au cannabis, par rapport à l'héroïne, cocaïne, enfin MDMA, toutes les choses comme ça, quoi. Donc là où je veux en venir au final, c'est que j'aborde assez aisément le point, même si ça va pas forcément déboucher sur une prise en charge particulière par la suite. Comme je le rappelle, en fait, je suis là qu'en remplacement, donc du coup, j'ai pas vocation à suivre le patient sur le temps, sur la durée, mais je montre que c'est possible d'en parler, c'est pas interdit. On est tout à fait disposé en clair à en parler et je reprends l'expression de la remplacer, en fait, c'est des contacts répétés, en fait. Donc Oui, moi, je vais oui, dire: oui. «Ah, vous savez, ah, vous fumez ça ou vous consommez tel truc, oh bon, je pense que vous savez que c'est pas forcément très bien pour la santé, machin, oui, non, d'accord». J'en parle une fois. Mais si à un moment donné, moi, j'en parle, qu'un autre médecin en parle, toujours dans cette même optique-là, qu'une autre personne en parle, bon, on parlait tout à l'heure, là, Brice disait par rapport l'assistante sociale, je sais plus si c'était la psychologue qui Oui, disait c'était aussi ma voilà, psychologue, ouais. voilà. Je pense que si plus il y a de professionnels de santé qui disent la même chose au final, tous les violons sont accordés, disent la même chose dans une même attitude avenante, au bout d'un moment, bah, il y a des chances que ça fasse clic dans la tête et que le patient après se mette dans une, attitude de sevrage par la suite. Mhm, d'accord. Et puis je me disais, alors, enfin, c'est vrai qu'on parlait tout à l'heure de finalement de psychophobie, toxicophobie. Je me demandais si euh, chez les personnes que tu remplaces ou je sais pas, pas forcément pour toi, mais d'autres, enfin, est-ce que des fois c'est carrément le collègue qu'on va remplacer qui dit ah ça par contre c'est interdit chez nous, on met pas ces traitements-là, etc. Enfin, est-ce que ça c'est des choses que tu entends? Enfin, ça se passe, ça s'organise comment le rejet des patients dépendants? Bah, en fait, bon après moi j'ai la chance entre guillemets de remplacer que dans des remplacements qui sont entre guillemets «bien». Après, je pense que ça dépend aussi du médecin, de sa capacité à aborder certaines problématiques. On ne peut pas être fort en tout, ça c'est sûr. Oui, Il y a des gens qui ne sont pas forts en hématologie, comme moi par exemple. Enfin, il y a des gens qui ça sont pas forts en arrive. gynécologie. Voilà, non mais l'hématologie, c'est ma bête noire, hein, clairement. Heu, je pense qu'il y a pas de mal à ça. Après, il faut admettre qu'on n'est pas forcément à l'aise parce que tout le monde ne peut pas être à l'aise en addictologie, ça c'est sûr et certain. Le tout, c'est de comme d'habitude, si on n'est pas forcément compétent en quelque chose, c'est d'aider le patient à, trouver une solution, bien sûr. Donc, après, par rapport à la toxicophobie, psychophobie, moi, personnellement, j'en ai pas remarqué. Après, comme je te dis, hein, c'est un panel très limité de médecins que je remplace. J'ai pas vocation à dire que, bah, c'est comme ça partout, bien sûr. Après, des gens qui refusent, des prises en charge addictologiques, j'en ai pas
idée, j'en ai pas conscience parmi les médecins de mon âge en tout cas, parce que j'ai une trentaine d'années. Euh, Après, c'est pour, tu voulais peut-être poser la question par rapport à l'instauration d'un traitement de substitution ou, Ouais, alors ça, enfin moi en tête en fait j'ai l'exemple de pendant mes études j'étais allé dans un cabinet de médecine générale où effectivement en fait c'était de 8 heures à 18 heures que des renouvellements d'ordonnances de Subutex. Ce qui m'avait un peu impressionné parce que moi l'exercice de la médecine générale pour moi à 20 dans mes yeux de celui que j'étais à 20 ans c'était on y va pour des rhumes et puis voilà quoi. Puis je veux dire bah évidemment ça évolue un petit peu cette représentation après quelques années de médecine mais et puis c'est vrai que j'arrive chez ce médecin généraliste à la campagne et toute la journée c'était du Subutex et puis là bah, je découvre toute la richesse des consultations addicto puis tout ce milieu hein, auquel j'avais pas eu accès jusque-là. Ça c'est toujours le chat, excusez-moi. Mhm. Euh, puis finalement avec ce médecin généraliste à l'occasion on va rencontrer un autre médecin généraliste et je vois bien que finalement il y a une petite tension entre les deux et l'autre va finir par m'expliquer non mais des médecins généralistes comme celui chez qui t'es c'est bien, il en faut bien un parce que le problème c'est une fois que t'en acceptes un, tu les acceptes tous et tu fais plus que ça et c'est d'ailleurs le piège dans lequel il est tombé. Et j'avais trouvé ça extrêmement, enfin violent en fait. Enfin, je veux dire, de la manière enfin, je veux dire, il y avait vraiment eux et nous. Alors, je savais pas que ça s'appelait de la toxicophobie, mais c'est vrai que ça m'avait énormément choqué. Et puis, c'était ce truc de, mais tu comprends, le problème, c'est qu'après, on fait plus que ça. Alors, moi, je pense le prisme aussi qu'on peut avoir, enfin, le prisme de lecture, c'est aussi dire, oui, mais le problème, c'est ça, il y a si peu de médecins qui acceptent de prendre en charge ce genre de problématique qu'au final, effectivement, les deux qui acceptent se font vite surcharger avec finalement une patientèle qui va Mhm. s'orienter sur une filière addicto. Mais c'est vrai que je m'étais dit, mais comment ça s'organise. Alors, c'est vrai que maintenant que je suis en addictologie, bah, pour moi, 100% des patients que je rencontre ont un problème de comportement à risque, donc c'est pas une discussion une réflexion que je dois avoir. Mais effectivement, je me demandais dans un réseau plus local, enfin, voilà, dans le réseau de médecine de famille, un petit peu comment ça pouvait se passer, ce genre de discussion. Après, bon, les médecins que je remplace, alors moi, à titre personnel, je n'instaure jamais de traitement substitutif pour deux raisons. La première, comme je t'ai dit, c'est T'as pas le que droit moi, je encore. suis. Ouais. euh, Comment? T'as pas encore le droit, en fait, tout Ah si simplement. si, Ah si ouais, si pour si? la Ok. primo-prescription en France du moins, alors c'est pas la méthadone, c'est le Subutex et la Suboxone qui Ouais. sont la primo-prescription par les médecins généralistes est possible. Techniquement, je suis remplaçant, donc j'ai les mêmes comment dire les mêmes prérogatives. Par contre, tout ce qui est méthadone et choses comme ça, non, ça se fait uniquement au XAPA ou au CMP. Bon, je le fais pas déjà parce que bah, j'estime que j'ai comment dire. Alors ça dépend après, ça dépend dans le sens où si c'est un en fait, non, je vais me reprendre. Je ne le fais pas pour deux raisons. La première, c'est qu'en effet, comme je ne suis pas le médecin installé, je ne vais pas lancer une prise en charge qui peut être extrêmement compliquée pour le médecin que je remplace, parce que je ne sais pas, lui, comment ça va se comporter, donc aussi bien pour le patient que pour moi. J'ai aussi l'attitude, mais une attitude que, que, que j'ai depuis, en fait, tout simplement mes stages en addictologie. Pour moi, c'est très compliqué de gérer de l'addictologie bien de A à Z en cabinet de ville. Il faut beaucoup de temps, qu'on n'a pas forcément, malheureusement, hélas. Il faut une structure, il faut un appui. Par exemple, au XAPA, il y a des médecins qui sont spécialisés en addictologie, il y a des infirmiers, des infirmières qui peuvent faire de la réévaluation addictologique, il y a des assistants sociaux, il y a des psychologues. C'est très bien. Après, bon, euh, est-ce qu'il y en a assez? Peut-être pas, ça c'est un autre problème. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que si jamais une personne a un problème d'addictologie, enfin, d'addiction à une substance, on la redirige assez aisément vers ces centres-là Ok. pour qu'il y ait une prise en charge bien établie au départ. On a d'ailleurs, bah, dans le coin où je suis, en fait, on a tout simplement comment dire, des, des sortes de feuilles en fait d'hospitalisation, de demande en fait tout simplement qu'on établit par rapport à nos confrères addictologues en disant bah, c'était le patient, bon, avec l'accord du patient bien entendu, c'était le patient qui a tel problème de consommation de telle substance, etc. Je souhaiterais que vous le voyiez ou une hospitalisation, des choses comme ça. Euh, Après, une fois que c'est fait, une fois qu'il y a déjà comment dire, une prise en charge initiale qui a été faite, comment dire, une sorte de carcan qui a été fait, après, pour la suite, la prise en charge en ville, en général, ça pose pas de souci quand il s'agit de C'est ça, c'est renouveler les le traitements premier de bilan Subutex. finalement. C'est le Ouais, premier. ouais. Ouais, ok. Pour moi, le premier bilan, c'est infaisable de bien le faire en médecine de ville. C'est très, très compliqué, en fait. À moins de. Même un des médecins chez qui j'étais en stage, c'est un médecin libéral, donc il a une activité de médecine générale, mais qui a aussi une activité ponctuelle, hebdomadaire,
de médecin dictologue au XAPA du coin. Donc lui, certes, il revoit beaucoup de gens d'un point de vue addictologique en cabinet de ville, mais c'est des gens qu'il a déjà suivis et pris en charge initialement au XAPA. Oui. Donc pour moi, c'est ça en fait, surtout. Pour moi, c'est essentiel ça. Après, est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas à l'aise avec ça? Oui, je pense aussi. Est-ce qu'il y a des médecins qui ne veulent pas du tout en entendre parler? Oui. Ne pas prescrire de traitement substitutif en première intention au cabinet de médecine de ville, moi je l'entends tout à fait, mais à ce moment-là, il faut donner les moyens aux patients. Il faut les envoyer, les rediriger vers les confrères et les consoeurs qui sont les plus aptes à faire ça. Ouais, alors effectivement, moi c'est ça aussi que je me posais comme question. Alors moi je suis biaisé dans le sens où effectivement j'arrive en fin de parcours de soins et puis dans un centre spécialisé. Donc effectivement, les gens qui sont là sont forcément là pour ça et j'ai tout le matériel à disposition. Pourtant c'est vrai que quand on regardait les chiffres, puis je regardais un petit peu au niveau européen, généralement la moitié des personnes dépendantes sont suivies en centre spécialisé, l'autre moitié est suivie en médecine de ville chez le médecin traitant. Et c'est vrai que voilà, alors souvent c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui viennent pour un premier bilan parce qu'effectivement, typiquement s'il y a un problème d'hépatite, HIV, réduction des risques, mettre à disposition du matériel et autres, et c'est vrai qu'une fois que la situation est stabilisée, la majorité des gens veulent repartir chez leur médecin de famille, et puis après Bien la sûr, suite bien se sûr. passe très bien. Moi je me demandais, c'est ça, enfin, quelle impression tu avais en termes de proportion? Est-ce que ce moitié-moitié c'est quelque chose qui te semble réel, ou est-ce que tu as l'impression, bah effectivement, comme ton remplacé travaille en XAPA, bah, du coup l'activité est très centralisée là-dessus. Enfin, comment ça se passe? Honnêtement, je sais pas. Alors après, premier élément de réponse, je dirais que déjà, alors moi je fais partie de la génération qui, heu, en gros, de médecins généralistes où, les départements de médecine générale sont très impliqués dans l'enseignement, même s'il y a toujours des petites, quelques déviants, on va dire, dans le département. Mais, en gros, il y a quand même pas mal de choses qui sont faites en termes d'enseignement, dont l'enseignement de la dictologie. Moi, j'ai le souvenir quand même d'avoir eu, des séminaires et des formations d'addictologie, donc qui sont faits Ok, justement par ces maîtres de stage qui sont à orientation addictologique. Donc c'est quelque chose qui quand même est assez bien assimilé aujourd'hui. Je pense que les jeunes sont de plus en plus au courant par rapport à ça, enfin les jeunes médecins, j'entends, et que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Alors après, de la dire moitié-moitié, honnêtement, je ne sais pas. Après, j'entends tout à fait hein, qu'il y a des médecins qui n'aiment pas du tout ça, qui ne veulent pas entendre parler et qui ne le feront pas. ok. Une fois passé la sphère de la dépendance, donc c'est vrai que dans le premier épisode du podcast, j'explique qu'on essaye de se répartir un peu selon quatre axes. Ça, c'est ma grille de lecture. Après, je pense chacun a sa checklist. À côté de la dépendance, c'est quoi les choses à bien évaluer lors d'une première consultation? Bah, de toute façon, bon, bien sûr, il y a tout comment dire, le contexte patient. Donc, il y a à la fois les maladies somatiques et les maladies psychiatriques éventuellement qui peut y avoir. Donc, pour un peu évaluer le contexte médical, le contexte social. Enfin, il faut se tenir compte de tout ça, hein. Je ne vais pas gérer quelqu'un qui a un problème d'addiction au fin fond de la campagne où le premier CH est à 40 kilomètres que le gars qui habite en ville avec un XAPA qui est juste à côté. Je vais évaluer également, les coaddictions, tout simplement, parce que, bah, certes, le monsieur ou la dame peut être usager d'une substance, mais il peut fumer à côté, consommer de l'alcool, prendre d'autres substances et cetera. Bien sûr, les risques vis-à-vis des maladies des IST, par exemple. Heu, il y a le chemsex, je crois, ou le chemsex, Oui, je le sais pas comment on chemsex, prononce, ouais. qui est voilà, qui est quelque chose dont on n'a pas du tout, au final, été formé et je lis quand même que ça devient de plus en plus fréquent. Je sais Ouais. pas, Alors c'est effectivement, enfin le chemsex, ça c'est quelque chose qu'on voit beaucoup petit à petit. Enfin, ça, je pense, enfin dans le futur, j'aimerais bien justement mmh, faire venir ici quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Mais c'est vrai qu'effectivement, le chemsex, c'est une sphère parmi les usagers qui est extrêmement fermée et une sphère finalement qui est beaucoup plus pris en charge par les centres de référence pour les HSH, les hommes qui ont du sexe avec des hommes. mmh C'est vrai que finalement, c'est ça, c'est la consommation arrive
en plus de comportements sexuels à risque. Je caricature volontairement, mais c'est vrai que justement là où j'habite, une de mes collègues a été débauchée par le centre de référence HSH parce que eux-mêmes se sentaient dépassés sur la question des dépendances. Et puis là, on s'aperçoit qu'entre les centres de référence de lutte contre les IST et les milieux d'addictologie, il y a tout un pont à faire parce que ça implique des problèmes qu'on n'a ni l'un ni l'autre l'habitude de gérer, puis il va falloir gérer ces questions-là à deux. Donc c'est vrai que Mm. ça, c'est quelque chose à prendre en charge. Mm. Donc, je Alors, disais oui, les ouais. co-addictions et puis après ça reste les critères classiques d'évaluation d'addiction, quoi, la consommation, les répercussions sur la vie personnelle, la vie sociale, le travail, éventuellement, s'il y a déjà eu des blessures ou des problèmes de santé en lien avec la consommation de substances et puis voilà. Mhm. Peut-être, alors effectivement, de ton côté Hubris, tu dirais, qu'est-ce qui est important de regarder aussi, d'après toi, à côté de la dépendance? Qu'est-ce que nous, soignants, on oublie toujours quand on fait le point sur les dépendances? Euh, alors oublier, je sais pas, mais effectivement, certains sans doute, mesurer peut-être déjà la motivation de la personne à vouloir arrêter, où est-ce que la personne en est dans sa réflexion. C'est vrai que moi j'ai pas eu le cas parce qu'on n'a pas essayé de m'imposer d'arrêter tout de suite, mais pour beaucoup de médecins, ça peut aussi être l'élan. D'autres médecins que j'avais vus, c'était ah bah il faut arrêter tout de suite. C'est maintenant, là, maintenant on démarre. Heu, c'était, l'abstinence était forcément ce qu'il fallait faire. Et c'est pas forcément, on n'est pas tous à arriver à ce moment-là. Et Même puis je suis avant, pas sûr qu'il y ait besoin de tous arriver à ce moment-là non plus. Je pense effectivement peut-être déjà il y a la réduction des oui, risques, c'est-à-dire c'est c'est vrai, c'est consommer dans de possible. bonnes conditions, mais après effectivement je pense il y a tout un spectre entre arrêter pour toujours et puis consommer occasionnellement aussi. Absolument. C'est vrai que, tout le monde, n'a pas la même, attitude face aux produits. Et c'est vrai que, enfin, c'est pas forcément une fin en soi que d'arrêter, même si ça peut être, choquant à entendre encore pour, beaucoup. Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu. Du coup, en fait, je pense que c'est bien de mesurer, où est-ce que la personne en est dans sa réflexion par rapport à la consommation. Ça permet d'avoir une réponse appropriée, en fait. Parce que c'est vrai que comme ça, on va pas forcément, braquer la personne, je pense. Mmh. De toute manière, en fait, on en parlait de la motivation, comme tu dis. À part les situations où il y a une injonction de justice et une obligation de soins, Absolument. pour une personne, de toute façon, si la personne elle veut pas, alors elle voudra pas, hein. Clairement, c'est ce que je disais Oui, tout à l'heure, hein. c'est Donc après, de toute façon, je pense qu'il y a aussi quelques médecins qui sont enfin, on pendant toutes nos études, on nous apprend il faut faire ça, 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 comme ça, comme ça. De toute façon, ça traîne encore dans les manuels de tabacologie que l'arrêt normalement doit être définitif. Comment ils font ça? Définitif, total, permanent pour l'arrêt du tabac, par Oui, exemple. c'est Alors ça, qu'en parce fait, que en réalité, c'est pas en du tout tabacologie, addictogène, c'est facile en plus à obtenir dès voilà, la première c'est consultation. exactement. Alors qu'en fait, en réalité, mais il y a beaucoup, ça traîne aussi beaucoup dans la tête des gens. Je reprends l'exemple du tabac parce que c'est quelque chose qu'on voit assez fréquemment. J'ai des patients qui reviennent me voir et qui me disent: «Ah docteur, j'ai refumé 2 clopes». Alors ça fait 3 mois. Je leur dis: «Bah, 2 clopes en 3 mois, c'est très bien, ça sera le mois pro de dans 3 mois, ça sera qu'une clope». Donc en fait, c'est ça, c'est que de toute façon, chacun a sa propre image, sa propre vision, sa propre consommation, ses propres buts et ses propres objectifs de vie. Et nous, en tant que soignants, on ne peut pas se mettre à la place des gens, on ne peut pas arrêter à la place des gens. Il faut absolument qu'il y ait une alliance thérapeutique. S'il n'y a pas d'alliance thérapeutique, on n'arrivera à rien. Donc oui, oui, ça c'est super important, comme dit Hubris, que bah, de toute façon, si on parle de la consommation et que le patient me dit: «Bah, moi, je consomme tel produit» et je lui dis: «Bah, est-ce que vous avez déjà envisagé ou est-ce que vous avez déjà essayé d'arrêter auparavant? Qu'est-ce que vous en pensez?» Il me dit: «Ah non, non, je veux pas». Bon, moi je dis juste: «Bah, écoutez, sachez que si ça vous vient l'idée un jour, sachez qu'on peut vous aider, quoi». Surtout ça. Et puis aussi vis-à-vis de la première consultation, c'est vrai que c'est une discussion qu'on a eue avant de lancer l'enregistrement. C'était un petit peu aussi comment on se désigne les uns les autres. C'est vrai que
dans le milieu où j'évolue, on parle beaucoup de l'expertise du soignant, l'expertise du soigné, hein. Il y en a un qui a une expertise thérapeutique, l'autre qui a une expertise du terrain, puis il faut que ces deux expertises se rencontrent. Donc moi c'est vrai que j'ai souvent tendance à parler de soignant-soigné, mais je me demandais, enfin voilà, la question aussi que je me posais, c'est comment est-ce qu'on désigne les personnes en soins, les personnes qui consomment, enfin moi c'est vrai que j'utilise beaucoup le terme d'usagère et usager. Euh, Pareil. voilà, après consommateur, consommatrice, c'est un usage, je suis un peu moins confortable. Enfin, c'est vrai que j'ai tendance à dire usager et usagère parce que ça va avec le drug user en anglais, puis qui est le Mm. diagnostic qu'on retrouve un petit peu partout. Toi, tu en penses quoi, Hubris, des termes qu'on utilise? C'est ce qu'on s'était dit, certains sont très stigmatisants. Moi, j'avais eu dans un courrier où il y avait marqué toxicomanie. Il m'avait fallu quand même quelques jours pour un peu encaisser le choc parce que j'étais toujours un peu en plein déni. Et puis, ça fait quelque chose de le voir marqué noir sur blanc. En fait, Mm. je m'y attendais pas. C'est vrai que par exemple, mon médecin généraliste, pendant longtemps, on avait l'accord que quand elle voulait m'adresser à un addicto ou autre chose, enfin, elle pouvait ne pas faire de courrier, mais à ce moment-là, il était convenu que je dise tout à la personne. Enfin, si pour pas me heurter, elle préférait ne pas faire de courrier si ça devait me heurter. Mais ou même j'avais dû aller voir un cardiologue et elle avait pas marqué toute la partie drogue, dessus et juste pour que je me sente pas, mise en porte-à-faux, en fait. Mais c'est vrai que à ma charge d'en parler au cardiologue, par contre. Enfin, pour que la consultation veuille dire quelque chose. C'est vrai que la terminologie, peut être très vite, crispante, en fait. Mhm. C'est usager, usagère, c'est effectivement ce que je trouve le plus facile, en fait, à utiliser et à accepter, en fait. Mais je sais pas, ça doit être question de sensibilité aussi. Ouais, Après, parce que usager, c'est factuel en fait. oui, C'est Il n'y a ça. pas de jugement de valeur, c'est usager de consommateur de substances ou usager de substances. Donc, mais il y a un truc très con aussi à dire, c'est que le terme toxicomane, toxicomanie, par exemple, on voit dans les dossiers toxicomanie IV ou Péros, Mmh. des choses comme ça. Bah, en fait, c'est tout simplement un mot-clé de l'ancien ECN qu'on avait passé avant. En fait, c'est très bête, hein, mais dans un dossier d'addictologie, si on ne marque pas toxicomanie ou toxicomane, à un moment donné, c'est que bah, on n'aura pas les points. Donc en fait, c'est vraiment une question de mots-clés. Oui, C'est oui, limite comment dire, ça devient pavlovien comme truc. C'est limite, on réfléchit plus, on écrit comme ça, quoi. mhm. Et c'est pour ça, en fait, j'essaye quand même de pas en prendre ombrage parce que je pense qu'il y a aussi une part de réflexe et d'habitude qui se fait aussi Ah tout oui, au oui, long de la complètement. pratique Oui. et enfin, c'est pas forcément fait pour, être désagréable avec les gens. Ah bien sûr. Et Heu, puis de toute façon, après, l'idée, c'est qu'il y a l'internat et puis il y a le post-internat et que il y a la réalité, la pratique et la théorie. Et qu'il faut un peu peut-être se défaire des choses qu'on a si durement appris pour pouvoir un peu mieux pratiquer dans la réalité. Mhm. Moi, c'est mmh, vrai que récemment, j'ai eu l'occasion de participer à une table ronde avec justement une association d'usagers, et il y en avait deux parmi eux qui défendaient l'utilisation du terme tox, enfin, avec quelque chose, et c'est là où j'ai pas réussi à comprendre, enfin, ce qui pouvait se jouer pour eux. Est-ce que c'était la réappropriation du stigma, et puis bah ça fait partie du jeu, etc. Ou effectivement, est-ce qu'il y a quelque chose de la toxicophobie intégrée, enfin, on peut en parler pour d'autres discriminations, mais c'est vrai que j'avais été extrêmement heurté. Et puis aussi avec finalement l'espèce de mouvement où un patron commence à leur expliquer non non mais on dit pas tox, c'est pas bien. Oui mais moi je suis tox et je me définis comme ça, et c'est pas à vous de me dire. Enfin je trouve il y a quand même, enfin c'est très très dur de trouver cet entre-deux dans la bonne terminologie, puis qui est-ce qui décide de quelle est la bonne terminologie, etc. Enfin je pense qu'il y a aussi effectivement une partie à laisser à tout à chacun. Après, je me vois pas désigner comme ça une personne que je vais recevoir en consultation. Enfin, effectivement, je trouve ça insultant en fait. Après, mmh, Après, oui, ça c'est vrai dépend que de ça comment fait il un va être. pendant militant presque. Après, ça dépend de comment on veut être désigné le patient ou la patiente, hein. C'est un peu comme. Alors, ça peut-être rien à voir, mais les patients et les patientes qui ont comment dire, des problématiques de transidentité, par exemple, bah, faut tout simplement demander, vous souhaitez être appelé comment? Tout oui, c'est simplement, vous ça. voulez qu'on vous appelle comment? Ou en salle d'attente, rien que, bah, j'en ai pas eu beaucoup, hein, de personnes qui ont eu ces problématiques, hein, dans mon exercice, mais alors, j'aurais tout simplement demandé: «Est-ce que vous voulez que je vous appelle comment en salle d'attente? Vous voulez que j'utilise quel pronom,
quand je m'adresse à vous, quand j'utilise un courrier, etc., etc. Donc, après, s'il y en a un qui veut absolument que je lui parle d'un problème de toxicomanie plutôt que d'un problème de mésusage, moi, je m'en moque. Du moment qu'il se soigne et qu'il va mieux, moi, il n'y a pas de souci, hein. Je suis très, très coulant de ce point de vue-là. Après, je pense aussi qu'on est peut-être à un moment de transition parce qu'effectivement, enfin, comme tu disais, il y a ce qu'on a appris dans les livres et puis ce qu'on doit en faire après. Ce que je reprocherais actuellement au vocabulaire qu'on utilise, c'est j'ai l'impression qu'on n'a pas encore trouvé ce qu'on cherche parce que je regardais des papiers québécois récemment. Alors eux, ils sont vraiment dans les deux extrêmes. Pour les centres de prise en charge, enfin, je pense notamment à Montréal, il y a un endroit, je sais plus c'est quel hôpital où il y a le service de médecine des toxicomanies. Voilà. Un autre service, c'est le centre de recherche pour les narcomanes. Narcoman, je connaissais juste pas le terme. Et puis à côté C'est de ça, québécois, ça. ouais, c'est ça. Et puis en face, il y a une association d'usagers qui, eux, alors j'arrive plus à retrouver le terme, faudrait que je cherche, mais ils se désignaient comme des expérimentateurs. Voyez, je crois que c'est ça, c'était expérimentateurs. C'est-à-dire parce qu'effectivement, ils allaient expérimenter telle drogue plutôt que usager, etc. Donc ça, je trouvais ça presque poétique, expérimentateur. Mais après, c'est vrai aussi que finalement, quand on regarde la littérature scientifique, bah, actuellement, pour les personnes qui utilisent en injectant, on va parler de PWID pour People Who Inject Drug, les personnes qui injectent de la drogue. Enfin, je veux dire, ça fait... Et c'était ça sur lequel me confrontait finalement cet usager lors de cette table ronde. Il disait, mais est-ce que vous voulez vraiment perdre 2 heures à désigner la personne ou est-ce que vous voulez juste dire tox et on passe au plus important après, quoi. Et puis c'est vrai que je trouve que ce serait bien qu'on arrive à trouver ce juste milieu avec un terme qui soit pas stigmatisant mais en même temps facile à utiliser puis sur lequel on n'ait pas besoin de discuter. Après, c'est ce que disait Hubris, c'est qu'il y a peut-être une part de revendication derrière. Bon, après, mais bon, moi j'aime bien usager, moi. Moi, je trouve que c'est 3 syllabes, c'est rapide, c'est court, c'est clair. Je sais pas pour vous, hein, ce que vous pensez du mot usager, mais Mhm. En fait, je me dis que peut-être que tox est devenu aussi très stigmatisant parce que à l'époque, l'usage qui a été fait du mot était stigmatisant. Enfin, c'était toujours connoté avec beaucoup de choses négatives derrière. oui, bien sûr. Possiblement, si on l'avait utilisé toujours avec beaucoup de réserve, de neutralité et tout ça, on le trouverait peut-être pas stigmatisant aujourd'hui, en fait. Tout à fait. C'est Euh, ça, Ça il y se a une trouve, si histoire ça se qui va trouve avec. usagé dans quelques années, ça sera stigmatisant si ça se trouve. Donc, Mhm, bon, mhm. c'est on ça, verra. peut-être. Ok, alors bah, je pense qu'on arrive gentiment un peu à la fin des sujets que je voulais aborder avec vous. En guise alors, avant qu'on fasse la conclusion, je ne sais pas si vous, il y avait encore des thèmes importants à aborder sur cette question des premiers rendez-vous. Hmm, je réfléchis. Bah, après, tous les gens en France sont censés être suivis par un médecin généraliste, un médecin traitant, mais enfin, les médecins traitants sont des humains aussi, donc ils ont chacun leurs qualités et leurs défauts. Il y en a certains qui, comme je disais tout à l'heure, ils n'aiment pas l'hématologie, il y en a qui n'aiment pas la dictologie. Normalement, dans un monde parfait, si tu n'es pas capable de gérer une problématique addictologique, l'idée, ce serait quand même d'adresser. J'ai l'impression que c'est de plus en plus ça. Après, moi, je pense que pour les personnes qui souffrent de mésusage, choses comme ça, il ne faut pas hésiter à en parler à leur médecin. S'ils ont une bonne relation de confiance avec eux, à mon sens, c'est important de se faire aider. Donc, après, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais mais faut savoir que les mentalités changent aussi chez les médecins et que de plus en plus de médecins sont tout à fait enclins et disposés à traiter ces problématiques-là et qu'il faut essayer. Après, ça peut aussi ça peut aussi mal se passer, hein, malheureusement, mais bon, ça, ça c'est toujours le souci. Et puis, il ne faut pas hésiter à changer de médecin, hein, s'il y a Ouais, c'est ce que besoin, hein, j'allais même dire aussi, c'est ou ça. Je veux dire, voir, on n'est pas ouais, mariés, quoi. oui, tout à fait. Et puis même, moi, j'ai connu des patients qui venaient voir un médecin parce qu'en fait, il lui faisait que son renouvellement de traitement, de Subutex et la problématique addictologique. Et il allait voir son autre médecin pour le reste. C'est possible. On peut imaginer des organisations comme ça. Donc, de la même manière que la pharmacie, moi, je fais toujours 2 ordonnances séparées. Enfin, tu me diras, c'est des ordonnances sécurisées, mais je fais une ordonnance pour le traitement de substitution, une ordonnance pour le reste, toujours séparée. Ok. J'ai des patients qui vont dans 2 pharmacies différentes. Mhm. Donc, un peu comme pour le Viagra, sauf que Ouais. c'est avec le traitement de substitution. Donc, je pense qu'il n'y a pas une bonne manière de faire en addictologie. Je ne sais pas, tu m'arrêteras, Yoshi, hein, si je dis une bêtise ou pas, mais euh, l'essentiel, c'est d'arriver
au but et d'arriver à ce que le patient soit satisfait de sa prise en charge, satisfait de son état, de sa vie actuelle, et que cet état-là ne soit pas délétère pour sa santé. C'est Surtout ça, ça. enfin, faut faire comme ça vient en fait, hein, comme on peut être Mm, confortable, et puis tout mm, d'abord, ne pas nuire, hein. tout à fait. Et puis qu'à un moment donné, faut aussi se mettre dans la tête qu'on peut pas tout faire à la place des patients non plus. On n'est pas des super-héros, on pourra jamais obliger quelqu'un à faire quelque chose qu'il ne veut pas. L'idée, c'est d'essayer de le convaincre et d'y tendre tout doucement. Hmm. Alors effectivement, et ça je trouve encore plus en addictologie où souvent je trouve que c'est... Je parlais un peu plus tôt d'expertise partagée, mais je trouve que c'est très vrai pour les questions de substance. Je vois on parlait un peu plus tôt du chemsex, mais pour certains nouveaux stimulants ou les legal high, souvent les usagers sont bien plus informés que nous et je trouve ça extrêmement riche justement ces moments où on va partager quelque chose. Enfin, la personne en face de moi m'apprend telle et telle chose qui va pouvoir servir à un autre usager que je recevrai en consultation plus tard. Et puis bah moi, le peu de connaissances que j'ai, bah, je peux le partager avec la personne en face de moi. Puis à deux, on arrive à co-construire quelque chose où chacun repart de la consultation en ayant l'impression d'avoir fait quelque chose de bien, quoi. Ah oui, tout à fait. Moi, c'est un patient qui m'avait appris là, le site que je ne vais pas citer, mais il y a un site où on peut trouver pas mal de recettes, de trucs vis-à-vis des substances. Bah, c'est un usager qui me l'a dit, hein, et puis, on apprend des choses, en effet, hein. Mais j'ai aussi le souvenir qu'une fois aux urgences, j'ai eu un patient qui venait, qui n'était pas bien, et il m'a dit ah bah, tenez, docteur, je consomme ça. Et là, il m'a sorti la petite plaquette de CBD de synthèse, je crois, avec la formule chimique écrite dessus, avec tous les Parfait. trucs. Donc, ah non, mais vraiment, il l'avait commandé sur Internet, et en fait, cette substance de synthèse, elle venait dans son petit sachet avec vraiment, mais il y avait même la formule, tu sais, la formule topographique de la molécule. Génial. Donc, j'ai trouvé ça assez fou. Nos dealers ont du Donc voilà. talent. Oui, c'est ça. Ok, alors peut-être en guise de conclusion, peut-être sortir de la sphère des drogues et puis laisser quelque chose à se partager mutuellement. Je sais que ça se fait dans pas mal de podcasts, en tout cas dans les couilles sur la table, j'aime bien ce qu'elle fait à la fin. C'est de partager justement un bien de culture qu'on se conseille mutuellement. Puis c'est vrai qu'en ce moment, il faut trouver de quoi s'occuper. Est-ce que, enfin voilà, alors peut-être pour laisser la parole à Hubris en premier, parce que tu as beaucoup parlé Bien sûr. Batman, est-ce que toi, Hubris, tu aurais un média, enfin, ou un bien de culture à nous partager, que ce soit un bouquin, un jeu vidéo que tu as fait récemment et puis que tu conseilles aux personnes qui nous écoutent? Oui, en fait, j'ai lu récemment, le, mmh, la BD, de Guy Delisle, sur, Shenzhen et j'ai bien aimé. Bon, ça date un peu, mais j'avais un peu de retard dans mes lectures. C'est vraiment un très, très bon auteur. Il a fait vraiment, plein de BD très sympas, et en fait, ça vaut vraiment le coup, de lire, son œuvre, en fait, en général. Alors, Shenzhen était terrible et j'avais adoré aussi Pyongyang. Enfin, j'ai adoré ces bouquins où il raconte un petit peu. Enfin, on C'est a ça. l'impression de découvrir un pays puis un peu tout le contexte géopolitique et en même temps la vie de tous les jours là-bas. Enfin, c'était assez Oui, il fascinant, ouais. a énormément voyagé, enfin, il a et il a écrit aussi, Chroniques de jeunesse récemment, qui est sorti en janvier et qui raconte ses expériences en tant que jeune homme, pendant l'été quand il travaillait et c'est assez drôle. Ça vaut le coup aussi. Ouais, alors Non, je connais pas. Je sais excellente pas. recommandation. Puis il a écrit aussi récemment, il y a S'enfuir aussi qui est sorti récemment, Ah oui, très où bien, ouais. c'est ça, il a mis en dessin la vie d'un responsable de, je crois, de Médecins sans frontières qui s'est retrouvé détenu en otage pendant, je sais plus, quelques mois, quelque part dans les Balkans. Puis c'est assez perturbant comme bouquin, mais j'ai beaucoup aimé. Enfin, excellente recommandation. Je valide. Merci. Et puis toi, Batman? Bah, moi, pour pas déroger à la règle, je vais conseiller un jeu vidéo qui est sorti il y a pas très longtemps, auquel je Excellent. suis un petit peu accro en ce moment. Ça s'appelle Gnosia, Gnosia, Ok. qui est la réédition sur Nintendo Switch, qui est sorti bah, tout juste il y a même pas 2 semaines, d'un jeu qui est sorti sur PS Vita en 2019, à l'époque où la PS Vita était morte, quoi. En fait, c'est un jeu de type aventure visual novel qui pourrait se décrire comme étant un jeu d'aventure japonais mêlé au loup-garou de tierce-lieu. Donc en gros, vous êtes dans un équipage d'un vaisseau, il y a un peu d'Among Us aussi, Ouais, c'est et ça. dans ce vaisseau, il y a plusieurs personnes différentes, très différentes, et parmi ces personnes-là, il peut se trouver des imposteurs, des gnosia, qui sont
Ah d'accord. des sortes de loups-garous de l'espace, on va dire, et qui vont tuer chaque soir une personne. Et donc le but du jeu, c'est de découvrir qui est le Gnosia ou qui est comment dire, un, un- pas un collègue, mais Un crewmate, un, quoi, pour parler comme dans Among Us. voilà, c'est ça, exactement. Et en fait, la force de ce jeu, c'est que ça se fait par des répétitions, en fait. Il y a des loops. En gros, une partie, ça va durer 5-10 minutes. Et en fait, ça va se répéter. Mais chaque passager a sa propre personnalité, sa propre histoire. Et en fait, le but du jeu, ça sera de découvrir pourquoi est-ce qu'on est enfermé dans une sorte de boucle temporelle comme ça. Pourquoi est-ce qu'on revient toujours au premier jour auquel on découvre qu'il y a des imposteurs parmi nous. Comment sortir et découvrir un peu ce que chaque personnage a à dire et à faire. Et donc, au final, en voulant trouver qui est la personne qui n'est pas un humain, on découvre d'autres humains. C'est surtout ça. Et une dernière chose par rapport à ce jeu, qui m'a beaucoup étonné, c'est que c'est un jeu japonais, donc les Japonais ne sont pas forcément les plus connus pour aborder certaines questions vis-à-vis, entre autres, de la sexualité de manière, on va dire, fine. Mais là, en fait, dans le jeu, il y a quelques personnages qui sont des personnages qui se définissent pas forcément, enfin, qui ont, comment dire, en anglais, c'est gender fluid. Je sais Mhm. pas comment. Mhm. Oui, Et c'est pas, comment dire, c'est, on aurait pu avoir peur au départ que cette chose-là soit abordée soit comme étant le premier truc au premier plan, genre oh, regardez notre jeu, c'est un jeu de personnes gender fluid ou qui ont des soucis de transidentité, des choses comme ça. Non, c'est juste quelque chose comme ça. Il y a des personnages qui sont comme ça. C'est quelque chose qui peut être abordé à l'occasion quand on découvre les arcs narratifs des personnages. Mais je trouve que c'est plutôt bien fait avec une justesse qui m'a étonné. Donc voilà. Donc je vous conseille fortement ce jeu. C'est 25 € sur le eShop de Nintendo. très bien. Alors, Super. je tiens à préciser, voilà, on n'est pas payé par Nintendo, malheureusement. Mais s'ils veulent, je suis tout à fait enclin. Parfait. Ok, bah, je vous remercie d'avoir accepté de vous prêter au jeu. On se Merci à toi dit pour l'invitation. Merci. enfin voilà, on se dit à bientôt sur le Twitter. Merci et bonne journée.